Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. Bonjour, bienvenue dans l'émission Les agitateurs du Hainaut depuis What Home à Valenciennes qui nous reçoit chaque semaine. Nous allons évoquer les sujets suivants. Nous recevons en première partie Adeline et Jean-Henri Guisgan pour la ferme Bonne Espérance. Et en seconde partie, l'association Les Amis de Landelin avec Anne-Sophie Martin, présidente, et Christophe Boccio, le secrétaire. Je salue toute l'équipe et on se retrouve dans un instant. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. De retour sur CNO depuis What Home à Valenciennes, nous avons le plaisir de recevoir Adeline et Jean-Henri Guisgan, tous deux agriculteurs pour leur ferme, la ferme Bonne Espérance, pardon. Donc, l'agriculture, alors, c'est votre métier. Donc, aujourd'hui, votre ferme fait partie du paysage agricole local, donc de Petite Forêt, depuis très longtemps. Pouvez-vous nous raconter son histoire et son évolution ? C'est moi ça. Alors la ferme appartient à notre famille depuis les années 1800. Okay. Elle existe depuis les années 1626, mais ça on en parlera peut-être après. Mon père a repris l'exploitation en 1987. Il s'est installé, donc a commencé le maraîchage tout de suite parce qu'il était dans l'élevage. Mais c'était beaucoup trop dur pour lui, les vaches ils s'attachaient comme des chiens en fait, donc il y avait beaucoup de mal à les voir partir. Donc il a commencé le maraîchage, et nous on a repris donc à 3, moi, mon frère et ma mère, donc on a repris là en 2021, donc ça va faire 4 ans. Alors, c'est quoi le maraîchage ? Alors le maraîchage, en fait c'est du légume très diversifié, donc sous abri et de plein champ, c'est très très diversifié en fait, c'est tous les légumes. Enfin, du Nord. Mais vous êtes quasiment dans la ville en même temps. On est en zone périurbaine, 5 minutes à pied d'Auchan Petite Forêt. Oui, donc vous êtes vraiment dans la ville. Et vous avez combien de superficie pour faire du maraîchage ? Nous, en maraîchage, on a 5 hectares, mais au total, en surface, on a 35. C'est-à-dire, donc il y a 30 hectares qui manquent. C'est quoi alors ? Qu'est-ce que vous faites 35, les autres hectares, c'est ces grandes cultures, donc blé, maïs, pommes de terre, en fait. Est-ce que vous faites de l'élevage aussi ou pas ? Non, vous n'avez pas repris. Oh là, l'élevage, c'est carrément arrêté depuis un moment. Ouais. Enfin, moi, j'ai pas connu. Alors, vous êtes quand même 3, donc pourquoi l'élevage ? Quel est le gros problème par rapport à l'élevage ? Alors, l'élevage, déjà, nous, c'est pas notre domaine. Il y a plein de branches différentes en agricole, c'est très diversifié. Et nous, l'élevage, c'était pas un truc qui nous plaisait forcément. Nous, c'était pas les animaux, c'était plutôt les cultures, les légumes, c'était plus le végétal. Pour revenir un peu à l'histoire donc, de la ferme, il me semble qu'il y a aussi un patrimoine. C'est bon. Alors oui, sur l'exploitation, en fait, il y a beaucoup d'histoires. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça date de 1626. Ouais. Donc avant la ferme, c'était une abbaye. Donc c'était des moines qui vivaient là. Ça a été construit pour honorer la Dame de Bonne Espérance, qui a été retrouvée miraculeusement dans un chêne. Et donc il y a eu des pèlerinages, etc. Et pour l'honorer, ils ont construit une abbaye. Donc cette abbaye, elle a été détruite à la Révolution française. Et donc il reste quelques pierres, quelques vestiges sur l'exploitation. On a encore des traces de chapelle, on a encore l'ancien four à pain des moines, on a encore le puits, on a encore les murs, certains murs qui sont encore là, et encore des pierres qui sont taillées, qu'on a mis un petit peu en avant sur l'exploitation. Ouais, c'est très riche en histoire. Et voilà. Et pour faire toutes ces découvertes-là, donc vous y êtes pris comment ? Par déjà les histoires qu'on nous a racontées, mon père déjà lui-même, ses grands-parents, ses parents, et nous, on a écouté les histoires. Après, il y a une historienne qui est venue, je vais couper mon téléphone parce que... Il y a une historienne qui est venue, qui a fait quelques recherches au niveau, je crois que c'est à Saint-Amand, Valenciennes, tout ça. Elle a vraiment été dans les archives, tout ça. Elle a creusé un petit peu plus au niveau des informations, des noms, ceux qu'ils ont voulu construire, tout ça. Et après, c'est par rapport à ce qu'il y a sur place, on fait le lien en fait. On se dit,
c'est ça en fait, pourquoi il y a Oui, ça, c'est ça. Le pourquoi du comment. Ouais, voilà, c'est ça, on fait le lien, ouais. Très bien. Et donc, alors pour revenir à votre métier, donc bon, là, on sait que l'agriculture traverse une période difficile et entre la crise économique, les réglementations, les conditions climatiques, comment vous vivez cette crise au quotidien? Alors, c'est très, très compliqué de s'adapter parce que tout change. Mhm. Le besoin des gens, comment dire, leur budget, ils dépensent plus de la même façon. Tout à fait. La réglementation est différente. Moi, je vais être négatif là-dessus, mais on nous dit une Europe, mais l'Europe, entre la France, la Belgique, l'Italie, l'Espagne, et chacun, en fait, fait à son bon vouloir. Oui, et aussi en fonction du climat, parce que le climat du Sud et le climat du Nord n'est pas du tout le même. Donc, vous êtes obligé de vous adapter. Il y a ça aussi, comme ma soeur disait. Les tomates, on nous demande des tomates là au mois de janvier. Oui, J'ai dit, excusez-moi, mais Oui, c'est comme si on vous demandait des olives. C'est Voilà, ça. c'est Voilà. bientôt, mais pas les- pour tout de suite. Comme les gens, en fait, les gens ils sont habitués à faire leurs courses en grande surface. En grande surface, vous avez toute l'année. Donc, nous, ils arrivent là, ils nous disent, vous n'avez pas de courgettes, vous n'avez pas de tomates. Non, excusez-moi. non, au mois Vous de vous janvier, adaptez, j'en vous aurai, moi, au mois adaptez. de mai, Voilà. les tomates au mois de juillet. Au mois d'août cette année, bon. C'était une année exceptionnelle, mais on dit ça tous les ans maintenant, hein. Depuis 4-5 ans, on dit ça. Mais donc, ouais, et les gens sont désorientés ou ils ont plus vraiment de saison. C'est-à-dire que vous faites de la production locale, ce que les gens ne voient pas quand ils vont chez Auchan, puisque c'est Auchan qui est tout juste à côté. Auchan a tout, mais qui est importé. Donc, c'est pas la même chose. Vous produisez du local. Donc, c'est quand même un avantage aussi pour vous par rapport à ça, non? Ça dépend, en fait, il y a deux types de clientèle. Il y en a, ils sont que grande surface. Il y en a, ils vont vraiment chez les producteurs. Comme ils viennent chez nous, comme chez le boulanger, le petit boulanger du coin. Et il y en a, c'est pas du tout ça. Ils vont grande surface pour avoir tout d'un coup. Et puis c'est bon, on est tranquille, tout est là. Et puis, t'en as, ils préfèrent prendre leur voiture, aller voir pour le producteur, parler avec lui, lui demander c'est quoi, qu'est-ce que vous avez fait sur ces produits-là. Et ils apprennent avec nous en même temps, quoi. Mais la réglementation n'étant pas la même, c'est ce que je voulais dire, la réglementation n'étant pas la même, par exemple en France qu'en Pologne, puisque c'est déjà même à l'intérieur de l'Europe, il peut y avoir des différences. Oui, on le voit très bien. De toute façon. Il faut apprendre à consommer d'abord local. Vous êtes bio ou Alors, non, on n'est pas bio. Mon père était ISO 14001, donc c'est une certification pour l'environnement. Ensuite, donner un petit peu d'explication, puisque là, je crois que nos auditeurs, ils vont pas tout comprendre. Déjà, Alors, moi, donc on a fait. En fait, c'est plus Vas-y. en termes de vos actions concrètes sur l'environnement durable, sur votre agriculture. Donc on a démarré. Mon père a démarré avec ISO 14001. Ensuite, personne ne connaissait, hein. Même nous, on l'a appris. Ensuite, donc il a arrêté tout ça parce que c'est un coût, hein, faut pas croire, mais tout ce qui est certification, ça a un coût qu'on peut pas forcément remettre sur le prix de nos légumes. Tout à fait. Ensuite, donc nous, quand on s'est installé, on nous a dit ça serait bien d'avoir une certification pour l'installation. Donc on a choisi HVE, qu'on a eu HVE c'est niveau quoi 3. exactement C'est HVE? haute valeur environnementale. D'accord. Donc c'est réduction tout ce qui est fongies, tout ça, réduction de l'eau, réduction des intrants, donc les engrais. C'est plein de nouvelles techniques qu'on faisait déjà avant avec ISO 14001, qu'on a continué à faire maintenant. La biodiversité. Biodiversité, donc au lieu de mettre des produits phyto, on utilise des insectes auxiliaires. Toutes ces choses-là, c'est des techniques en plus qui coûtent en plus. Et on a des rendements inférieurs mais avec des coûts supérieurs. Voilà, c'est ça le gros problème, c'est que vous allez essayer de devenir propre, mais pour devenir propre, il va falloir que ça vous coûte beaucoup plus d'argent que de rester. On va pas dire sale, puisque c'est pas, le mot n'est pas bien adapté, mais vous essayez, sans être bio, d'essayer d'avoir un meilleur, le meilleur produit possible. C'est ça, on se rapproche quasiment, hein. Parce qu'après, franchement, à part les engrais, je parle en légumes, là, pas en grande culture, hein. En légumes, en fongies, on a quasiment plus. Enfin, du moins, on utilise quasiment plus. Les produits disparaissent. On a beaucoup de bio, et cette année, en pommes de terre, on dit merci à on a un commercial chez le groupe Unéal, hein, et franchement, on a super conseillé. Et il nous a donné des produits bio en base de soufre, de manganèse. Et pour le midjou, franchement, on envoyait à côté de nous, hein, parce qu'on n'est pas les seuls, qui passaient quasiment toutes les semaines au pulvé.
Alors que nous, on passait tous les 3 semaines, voire un mois, et on avait le même résultat avec des produits naturels. Oui, mais ça coûte beaucoup plus cher. C'est encore un coût qui est supplémentaire. Mais par rapport à la production aussi diminue. Mais est-ce que c'est pas quelque part un avantage que la production diminue, que vous soyez en qualitatif? Parce que de toute façon, avant, il y a eu des périodes où les agriculteurs produisaient, puisqu'on leur demandait de produire, mais ils jetaient aussi. C'est ça. C'était les années où mon père il s'est installé. Dans les années 80, 90, 2000, la population a commencé à augmenter d'un coup. Donc là, tout le monde on a demandé de produire, mais pour pas cher. Donc on produisait, mais on gagnait rien de l'autre côté. Alors que maintenant, on produit moins, de meilleure qualité. Et nous, on a la chance d'être à 3 et puis d'être diversifiés. Tout à fait. Il y en a qui n'ont pas la chance. Donc en grande culture, c'est qui tout double. Si vous mettez qu'une seule culture, maintenant c'est interdit. Mais avant, vous mettez qu'une seule culture sur le blé. Si c'est une mauvaise année blé, c'est très difficile de redémarrer l'année d'après. Alors que nous, comme on a une polyculture, on va dire une polyculture, oui, c'est cas de le dire. On a les grandes cultures, les légumes, on fait un petit peu de fruits aussi. Et s'il y a une culture qui déconne, on va dire par le climat ou un mauvais geste de notre faute, on peut toujours se rattraper sur une autre. Alors que celui qui a une monoculture, c'est très très compliqué, surtout les pommes de terre cette année. Cette année, c'est trop de flotte. Alors, ça a été compliqué parce que donc on a eu 2 ans de sécheresse. Donc pas d'eau, les blés, c'était une catastrophe, les maïs, n'en parlons même pas. Donc on s'est dit, en salade, si on fait beaucoup de salade, on dit on va changer de variété, on va prendre des variétés résistantes à la sécheresse. Et malheureusement, on n'a pas eu de chance cette année, on n'est que de l'eau. Donc les laitues, on a complètement arrêté parce qu'elles pourrissaient sur place. Les feuilles de chêne, ça pourrissait, ça devenait tout marron, c'était tout moisi. Donc en salade, on a perdu une bonne partie quand même, sans les récolter. On les broie, de toute façon, c'était invendable. Début d'année, on a eu les attaques des pucerons. Alors là, cette année, on a tout fait. On a fait les pucerons verts, les pucerons noirs, les pucerons oranges. On a tout fait. Aussi bien en grande culture qu'en légumes, ça a été une vraie catastrophe. Les limaces, pareil dans les jardins, parce qu'on fait du plan. Et les gens, ils mettaient 2-3 plants de poivrons, et puis 3 jours après, j'ai plus rien, tout était mangé par les limaces. Ils venaient nous rechercher des plants de poivrons. Et à la fin, les gens en ont eu marre. Donc on leur donnait des systèmes naturels pour essayer de soit les faire partir ou les éliminer. Mais c'est compliqué. Mais donc, vous dites des limaces, pourquoi plus cette année? Pourquoi pas pourquoi moins une autre? C'est l'humidité qui les attire? Les limaces, c'est l'humidité. En fait, ils avaient plein d'humidité pour se développer. Et par exemple, quand vous travaillez légèrement le terrain et que le soleil tape, ça sèche les œufs. Ils aiment pas, en fait, le plein cagnard. Ils se cachent toujours en dessous parce que c'est comme ça. Ils aiment pas la chaleur, tout ça. Alors, l'humidité, là... Et là, oui, c'est vrai qu'en ce moment, puis le brouillard, tout ça, ça amène vraiment aussi beaucoup d'humidité. Et il y a un point environnemental, c'est vrai qu'on n'a pas trop développé là-dessus, mais en fait, en HVE aussi, je te rajoute des trucs, mais on utilise des phytos, je vais dire des engrais chimiques aussi, mais l'objectif, c'est de réduire au maximum, et je rajoute, c'est qu'on utilise plein de méthodes biologiques, comme il parlait des produits bio. On a aussi des bâches biodégradables. Mon père plante des haies depuis des années, des bords enherbés. On a investi dans une herséterie pour désherber mécaniquement. Ça ressemble à un râteau. Ça ressemble à un râteau avec un peigne, plutôt un peigne à cheveux, et qu'en fait on vient passer entre les rangs et puis ça gratte une bonne partie. Donc pour compenser ça, il faut qu'on sème un peu plus dense, parce qu'il y a des pertes. Donc on sème un petit peu plus dense et puis quand on passe, en fait, mais il faut passer toutes les semaines, c'est régulier. On utilise aussi, c'est des huiles essentielles d'orange douce. On utilise aussi, c'est des insectes qu'on ajoute dans les tunnels pour limiter les insecticides. Et en fait, tout ça, à la télé, on n'en parle pas. On nous dit, ouais, c'est des pollueurs, c'est encore de leur faute, c'est encore eux. Oui, justement, c'est ce que j'allais vous demander. On diminue les phytos. De toute façon, voilà. En France, ils suppriment de plus en plus de phytos. On en a de moins en moins. Donc on est bien, de façon, obligé, tous les agriculteurs, à changer nos méthodes. Mais ça, ils n'en parlent pas, en fait. On se fait toujours taper dessus. On entend aussi tout et son contraire. Nous, on n'est pas agriculteurs, donc on ne sait pas. On écoute la télévision va nous dire quelque chose. On parle sans arrêt du glyphosate. Le glyphosate, alors, il y a des agriculteurs qui disent moi je continue à les utiliser, et d'autres qui disent j'ai arrêté depuis longtemps puisque c'est pas utile. Quel est votre avis par rapport au glyphosate à vous? Vas-y si tu veux. C'est
Glyphosate. Donc avant, on avait des doses très très élevées. Pas le contraire, c'était pas une bonne chose. Avant, on était. Après, les gens, c'est peut-être pas ils vont peut-être pas comprendre, mais avant, on était à peu près entre 10 et 12 litres hectares en moyenne pour tuer un chardon, pour tuer autre chose. Maintenant, on a des produits un petit peu plus concentrés, mais on va le mettre à 12 ou 13 litres, on n'est plus qu'à 3 litres. De toute façon, la législation, c'est 3 litres maintenant, on n'a plus le droit de mettre plus. Et en fait, c'est un petit peu plus long. Parfois, c'est plus long, mais ça fait exactement le même résultat. Et en plus, ouais, comme j'allais dire, il y a quelques mois, ils ont fait des enquêtes et ils se sont aperçus en fait que dans les lessives, il y avait exactement la même molécule. Ah oui. Ah, Dans les d'accord. lessives que vous mettez dans vos vêtements. D'accord. Il y a la même molécule de base. Bah, c'est pas du glyphosate, c'est Ça la s'appelle même autrement, molécule. oui, voilà. Donc Oui. en fait, on la retrouve aussi dans l'eau. Donc c'est très compliqué de dire c'est les agriculteurs avec leur glyphosate parce que de l'autre côté, on la retrouve aussi. Donc c'est un compromis, quoi. Oui, puisque cette année, c'est une année à flotte, mais apparemment, C'est ça, donc on n'a plus le droit de la boire. Il y a de plus en plus de régions qui, puisque les sols se sont retrouvés lavés, donc ça a été dans les sources, et apparemment, il y a beaucoup d'endroits où l'eau est polluée Il y a maintenant. ça, il y a les nitrates, c'est plein de choses. Mais on a laissé dans les années 60, on a fait tout et n'importe quoi. C'est ça, puis on le paye je pense maintenant. qu'aujourd'hui, on le paie. Mais est-ce que vous n'avez pas peur qu'un jour ou l'autre, on vous oblige à ne devenir que bio et ne plus rien faire? Mais encore une fois, la réglementation européenne, elle devrait être pour tout le monde et non pas pour une certaine partie, une certaine catégorie. Vous n'avez pas peur de ça à un moment ou à un autre? Alors le bio, je pense que de toute façon, à un moment donné, on va peut-être pas nous y obliger, mais je sais pas, je sens que les produits ils suppriment et tout. Après, on en a encore besoin pour certaines cultures. Nous, par exemple, il y a des cultures, à part un peu d'engrais, il n'y a pas de phyto. Les courgettes, ça pousse tout seul. Les courges, ça pousse tout seul. La rhubarbe, ça pousse tout seul. Il y a C'est plein comme de... nous dans notre jardin, quoi. Voilà, il y a plein de cultures en fait que n'a pas besoin d'utiliser des phytos parce que ça pousse tout seul. Enfin, franchement, je veux pas de. Ce qu'on utilise de temps en temps selon les conditions de la météo, s'il y a beaucoup de pluie, on peut faire un fongicide sur de la salade. Et encore, nous, on utilise rarement. Hein. Souvent, c'est un produit bio qu'on met directement dans le sol. c'est du soufre. Ouais, qu'on met directement dans le sol. Donc il y a des cultures, ils ont même pas de phyto. Donc si un jour on nous oblige, nous, à faire du bio, ce serait surtout les herbes de plein champ qui nous poseraient problème. C'est que ça demanderait beaucoup de main-d'œuvre à désherber. Et ça, on l'a pas. Demander à quelqu'un d'aller désherber en plein cagnard pendant une journée un champ complet, ça, je pense pas. Parce que la machine en maraîchage, ça peut faire pas mal ça peut détruire pas mal, mais vous avez une ligne de poireaux comme ça, la machine elle va passer, mais entre les lignes, faut désherber à la main, quoi. Ah bah oui, ça. Et quand c'est des grandes parcelles, quoi, c'est pas des petites. Et ça, pour trouver la main d'œuvre, et puis du coup, ça coûte cher. Et puis du coup, forcément, il faudrait le répercuter sur le prix du légume. Mais sauf que nous, les clients qu'on a à Petite Forêt, ils paieront pas du bio. Hein. Enfin, de toute façon, les magasins ils ont fermé. Donc comme ça. Le temps passe très vite. J'ai une question par exemple, vous allez aujourd'hui chez Auchan, vous avez des tomates, c'est pas la période. Est-ce qu'il serait pas judicieux quelque part de taxer justement ces produits pour qu'ils deviennent beaucoup plus chers et que les taxes justement qui auront rapporté, on ne le redonne pas aux agriculteurs justement pour essayer de baisser certains coûts pour les agriculteurs qui sont propres et puis qui font du local. Alors ça, pourquoi pas? Après, c'est un truc politique, là. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué là-haut, je pense, de choisir ça. On nous tape déjà dessus pour l'aide PAC. Je pense que si en plus ils nous disent qu'on nous redonne de l'argent derrière, je sais pas si ce serait bien vu. Taxer peut-être pour que les gens ils achètent moins et qu'ils se disent merde, c'est pas local, je vais payer une fortune, un truc. Pourquoi pas pour nous reverser à nous? On va encore s'en prendre plein la tête, je pense. Mais vos légumes sont-ils vraiment plus chers que chez Auchan? Non. On est moins cher. Vous êtes moins cher, mais vous n'avez pas la même clientèle. On n'a pas la même clientèle. Alors on est soit moins cher, soit à peu près pareil. On n'est jamais très très cher, quoi. C'est pas parce qu'on peut pas. De toute façon, on n'a pas la clientèle pour. Et puis on en vit, quoi. On a baissé. Vous avez supprimé aussi beaucoup d'intermédiaires. C'est ce qui fait aussi voilà, que les légumes sont chers. Alors on travaille encore avec Otero et Carrefour. On travaille encore avec Auchan l'année dernière, mais là on ne sait pas encore si on va continuer. Mais de toute façon là, en fait, depuis qu'on a repris l'exploitation, c'est le magasin
qui a repris. En fait, c'est ce qui nous fait vivre, c'est le magasin. C'est le magasin et le distributeur. Justement, j'allais en venir. Donc vous êtes en contact direct avec les consommateurs, notamment grâce à la vente locale et aussi avec Facebook que vous animez au quotidien. D'ailleurs, je vous suis. Et comment travaillez-vous sur ce lien et quel retour avez-vous sur cet ensemble ? Tu peux répondre. Oh, il répond pas. Alors sur Facebook, je pense que les réseaux sociaux en général, déjà, il faut s'y mettre parce que c'est un axe de communication de fou. Franchement, si on n'est pas dessus, on reste dans son petit coin, on ne voit pas. C'est un peu atypique, je veux dire, ce que vous faites. Moi, j'adore, je vous suis toujours, je suis cliente aussi. Et vraiment, c'est pas comme les autres. Et puis, on sent que vous êtes passionné. Et puis, malgré tout ce que vous vivez, malgré toutes les difficultés, je pense que vous arrivez à mettre un petit peps en plus, quoi. Et puis, en même temps, vous avez le retour. Et ça va dans les deux sens, quoi. Vous avez le soutien de vos abonnés et de vos clients. Et du coup, vous nous le rendez aussi. C'est bien, c'est qu'avec mon frère, on s'entend bien. Et puis, c'est lui qui fait les conneries en général. Ça marche bien. Et donc, quels sont les retours au niveau de vos clients et sur la qualité de vos produits, sur le fait que vous animez aussi votre profil ? Alors, en termes d'efficacité, avant Facebook, ça marchait pas trop parce qu'on n'avait pas beaucoup d'abonnés. On a commencé avec 300, on arrive aux 18 000. Ça marche bien. En fait, à peine je fais une publication rigolote, une vidéo avec Jory, et il y a des clients qui vont me dire on vient pour le cours de danse. Dans l'heure qui arrive après, ils suivent. Ils ont un fort lien là-dessus. Et après, en termes de... Après, je sais pas, qu'est-ce que je peux dire de plus ? Surtout la qualité de vos produits. La qualité de nos produits, en général, ça va. Je pense qu'ils viennent pas chercher que ça aussi. Je pense que la communication qu'on fait autour de ça, ça les attire aussi beaucoup parce qu'en vrai, on a plein de concurrents. Ils pourraient aller ailleurs. Hein. C'est pas... Voilà. Mais vos légumes, ils n'ont pas le même goût que chez Auchan. Non, ils n'ont pas forcément le même goût, ça c'est sûr. Vas-y, explique-toi avec tes variétés carottes. Je vais prendre l'exemple de la carotte. Mais non, en fait, quand vous faites de la carotte, la plupart du temps, en gros, vous cherchez plus de la conservation que du goût. Donc souvent, ce que vous trouvez en grande surface, c'est la carotte bâton. Ils appellent ça la carotte bâton, nos commerciaux. C'est la carotte qui est bien, qui conserve très longtemps, mais c'est de l'eau. Alors que nous, on prend des variétés plus gustatives, on a des rendements moindres. Ils ne sont pas tout le temps très droites, c'est des biformes, il y a du double, des triples. D'accord, c'est vraiment les notes parce qu'après, on est dans notre producteur aussi. Et c'est sûr, elles sont moins belles, mais quand vous les prenez, vous les récoltez, vous les cassez en deux, vous avez l'odeur. Quand vous prenez une carotte bâton, vous la cassez, c'est inerte, il n'y a rien. Juste encore une dernière question. Prochainement, le salon de l'agriculture, vous comptez vous y rendre ? En fait, on n'aura pas le temps parce que là, la saison des plants, elle commence. Là, aujourd'hui, on était encore en train de faire les manoirs. On était encore en train de repiquer les fraisiers juste avant de venir ici. Donc, ça commence tout doucement. Les graines, les semis ont été fait une bonne... on peut dire un petit tiers. Un petit tiers, donc non, nous, on n'aura pas le temps. Très bien. Le temps passe très vite. Dernière idée. Est-ce que la vie des agriculteurs, la vie VIE des agriculteurs, vaut-elle le coup aujourd'hui ? Ça dépend. Les éleveurs... Ouais, après, ça dépend, c'est au cas par cas. C'est vraiment du cas par cas. Vous, alors ? On n'a pas à se plaindre. Nous, on s'est tiré un petit salaire. Bon, pas le SMIC. Non, pas le SMIC, quoi. Au bout de peut-être 10 ou 20 ans, on verra bien. Mais on arrive à se tirer encore un petit salaire. Il y en a, ils n'arrivent pas du tout. Ils n'ont pas la chance. Nous, on a la chance d'être à 3. Il y en a, ils sont tout seuls. Le jour où tu es malade, nous, en ce moment, on le sent bien. Et quand il y en manque un, tu vois que c'est un peu plus compliqué. Tu as les deux autres qui courent un peu plus. Mais quand tu es tout seul, si tu es malade, ça ne tourne pas. Ça tourne pas, tu n'as pas d'argent. Donc, si déjà les revenus sont déjà très bas, c'est très compliqué. Comme mon père, il a fait... il a travaillé de ses 30 ans, quasiment 30 ans, parce qu'il a travaillé à l'usine avant de reprendre. Et il vivait avec 300-400 euros par mois.
Ouais, oui, il y avait 10-12 salariés, mais en fait, c'était, comme on disait, c'était les années où il fallait produire. Production, chiffre d'affaires, mais pas de bénéfices. Pas de bénéfices, c'est un peu compliqué, quoi. Oui, en plus. Alors, moi, je vais rajouter un truc par rapport à Jory, c'est par rapport au prix. En général, s'ils essayent de trop négocier avec nous, j'envoie Jory, parce que lui, il bouge pas. Très bien, écoutez, je suis désolée, on doit s'arrêter un moment. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre participation. Vous avez la possibilité de nous retrouver sur Facebook Live et YouTube Live. On se retrouve dans un instant. À tout de suite. We fell in love in the summer. I remember, baby, we saw the sunshine too. And we were born for each other. Just remember, baby, whatever we go through, all the good feelings for one another, as we dance to the radio, all the good, good feelings we have for each other. Don't ever, ever let them go. All the good, good feelings. All those good, good feelings. Don't ever forget those good feelings. Don't ever let them go. We fell in love in the summer. I remember, baby, we fell under the moon. We were born for each other. I remember when I'm millions of miles from you. All the good feelings for one another, as we dance to the radio. All the good, good feelings we have for each other. Don't ever, ever let them go. All the good, good feelings. All those good, good feelings. Don't ever forget those good feelings. Don't ever let them go. All the good, good feelings. Oh, we're gonna make it through. All the good, good feelings. All those good, good feelings. Don't ever forget those good feelings. Don't ever let them go. All the good, good feelings. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. De retour sur CNO depuis What Home à Valenciennes, nous recevons donc l'association Les Amis de Saint-Landelin avec Anne-Sophie Martin, présidente, et Christophe Boccio, secrétaire. Bonjour à vous et accompagné de Sabrina, adhérente. Bonjour à vous. Donc, pouvez-vous nous expliquer les principales missions de votre association et les actions que vous menez pour sauvegarder le patrimoine local ? Alors, les principales actions, c'est sauvegarder le patrimoine puisqu'il se détériore de par l'érosion du temps et aussi par les malfaçons, enfin les gestes, les incivilités aussi des personnes, malheureusement. Donc nous, on s'attache à sauvegarder ou à restaurer selon ce qu'on peut faire. Très bien. Donc avec une équipe de bénévoles dévoués, l'association organise donc divers événements pour promouvoir l'histoire locale.
Donc, quel type de manifestation organisez-vous pour sensibiliser le public et à l'histoire donc de Saint-Landelin et de Crespin? D'abord, il y a, à propos de Saint-Landelin, on organise chaque année une procession qui correspond à la date supposée de sa mort. Puisque Saint-Landelin est à l'origine d'une source dans la ville qui a pris le nom de Fontaine Saint-Landelin, et on considère que c'est ce lieu qui est fondateur de la ville de Crespin. Donc c'est une figure emblématique de Crespin, connue pour sa transformation spirituelle. Oui. Et donc, pouvez-vous nous retracer le parcours justement de Saint-Landelin et son impact sur la ville? À la base, Saint-Landelin était, comme beaucoup de saints à l'époque du Moyen-Âge, au début du Moyen-Âge, était un brigand qui a eu la révélation de Dieu une nuit après avoir pillé quelques villages. Et donc il est arrivé à Crespin, et c'était une zone de marécage et impossible d'avoir de l'eau pure. Et la légende dit qu'il a planté son bâton au cœur du bois, et une source en est jaillie, et de là est venu le nom de Crespin, puisqu'elle est ressortie le jaillissement de l'eau donne l'impression que c'est du crépon, de la crêpe. Et d'où le nom de Crespin. D'accord. C'est magique à vous entendre parler, quand même. Alors, donc, après sa conversion, donc, Saint-Landelin a fondé plusieurs abbayes, dont celle de Crespin. Et donc, quelles étaient les particularités donc, les particularités donc, du lieu et quel rôle a-t-elle joué dans la vie monastique? Donc Landelin a effectivement créé plusieurs abbayes, et grâce à lui, on a les vestiges de notre abbaye de Crespin avec les colonnes qui sont toujours présentes. L'état se dégrade, bien sûr aussi, mais les colonnes qui faisaient l'abbaye et l'entrée de l'abbaye est sauvegardée. Il y a certains bâtiments qui ont été restaurés, tout en gardant la forme originale, mais qui ont été restaurés en logement. Et de ce fait, on conserve quand même un petit morceau de notre abbaye. Mais il reste beaucoup de murs ou c'est... Parce que je connais un peu la région, mais j'ai du mal à voir cette abbaye, je ne la vois pas du tout même. Alors, en fait, il nous reste l'entrée, donc on a le porche original de l'abbaye. Il est toujours là. Quand on rentre dans la cour, sur la droite, on a une partie qui a été aménagée en logement. Et en état un peu plus délabré, c'est la partie de l'abbaye qui nous reste, où on voit encore l'ancienne roue de moulin qui permettait aux moines qui étaient là de brasser la bière et de faire leur commerce de bière. Donc c'est une ancienne brasserie aussi alors? Oui, effectivement, les moines brassaient la bière, avec l'eau de la fontaine Saint-Landelin. Donc c'était magique alors, c'était de la bonne bière. Il paraît qu'elle était excellente à l'époque, ça doit être lié à l'eau, puisque c'était la bière de Saint-Landelin. Il n'y a personne qui a eu l'idée de reprendre ça? Si, on a un brasseur justement local qui a repris une activité de brasserie, mais ce n'est pas brassé avec l'eau de la fontaine. Mais un brasseur artisan et refait commerce de bière à Crespin. Très bien. Donc, alors justement, on parle des moines. Donc, les moines de l'abbaye de Crespin ont contribué au développement donc, spirituel et économique. Et comment donc, ces moines ont-ils influencé la vie quotidienne et le développement de la communauté locale à cette époque? Oui. Justement, avec la fabrication de la bière, donc ça faisait du commerce. Ils ont aussi... ils avaient des bâtiments magnifiques aussi. Donc, nous, on a quand même gardé une partie architecturale et patrimoniale qui est quand même importante, excellente même. Même si ça a été rénové, donc on imagine, on voit toujours les bâtiments tels qu'ils étaient à l'origine, mais bon, il y a une rénovation, il y a eu des bâtiments, mais l'obligation a fait que l'âme, en fait, est restée quand même.
Et donc, pour reparler de la fontaine, alors on dit que donc elle est brassée, que la bière est brassée avec la fontaine, qu'il y a aussi un peu comme une légende. Et est-ce que ça a encore son importance historique et culturelle sur la ville ? Oui, alors la fontaine est connue et réputée pour soigner les yeux. Ah oui. Donc quand on a une conjonctivite ou quand on a un problème, quelque chose, il suffit de se frotter les yeux à la fontaine et ça va mieux. À savoir que la fontaine est toujours au même débit, été, hiver, sécheresse, pas sécheresse, et elle est toujours à 12 degrés. D'accord, donc c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'elle existe encore ? Et oui. Il y a toujours de l'eau, toujours. C'est vraiment... Toujours le même débit. Il peut y avoir une sécheresse comme on a connu il y a 2 ans. Le niveau de la fontaine reste identique. D'accord. C'est la source qui l'alimente continuellement. Ça a fait son effet. Oui, et du coup, on y est. Une petite chapelle a été bâtie juste à côté de cette fontaine. Est-elle potable ? Plus maintenant. Plus maintenant parce qu'elle souffre, elle aussi, des problèmes, des incivilités, puisqu'on sort régulièrement des choses de la fontaine, des caddies. C'est pas... Ah oui, d'accord. Moi, je pensais à autre chose, mais c'est des caddies qu'on sort de la fontaine. Oui, il nous est arrivé de sortir des caddies, ou si on met des barrières parce qu'il va y avoir un événement... Là, on cherche la barrière, et puis en fait, elle est dans la fontaine. Voilà, on a, malgré une grille, malgré voilà, les choses, l'incivilité, et comme partout dans toutes les communes, voilà. C'est important de voilà. C'est pour ça que nous, on se bat, on va dire le terme, pour protéger le patrimoine. Cette abbaye, elle a donc une histoire, mais elle s'est arrêtée quand exactement, son histoire à cette abbaye ? Alors, l'abbaye... Comme vous avez ramené des notes et puis vous avez plein de... j'ai ramené mes petites notes quand même, j'avoue. Est-ce que vous voulez que je vous repose la question dans 5 minutes ? Non, vous allez y arriver. Oui, ça y est, c'est fait. Alors, l'abbaye a été en activité de 1080 à 1802. Et au total, on a eu 48 abbés qui sont passés à l'abbaye de Crépin. Donc, elle a supporté la Révolution quand même. Oui. Mais en 1802, c'était donc sous Napoléon. Oui. Qu'est-ce qui lui est arrivé pour qu'elle s'arrête ? Alors, il a fallu sauver des choses qui étaient dans l'abbaye. Elles ont été dispersées dans la commune. Par exemple, la chaire qui était présente est maintenant dans l'église. Il y a des tableaux qui étaient là, ont été protégés et mis dans l'église pour qu'on puisse les conserver dans le patrimoine, sinon ça disparaissait. Mais pourquoi ? Puisque les abbés, les moines plutôt, ils avaient décidé d'arrêter la production de la bière, donc ils avaient mis la clé sous la porte, quoi, en fin de compte. Oui, et puis à cette époque-là, c'était moins bienvenu d'avoir justement des monastères de ce type et des abbayes. Déjà, elle avait résisté à la Révolution, oui, ce qui est déjà pas mal. Oui. Ça avait été compliqué après la Révolution, mais... il a été décidé après de sauver en fait les objets de valeur. C'est comme ça qu'on a retrouvé des choses qui sont toujours d'ailleurs maintenant dans l'église. Justement, parlant d'objets de valeur, donc justement concernant les reliques, notamment la mâchoire de Saint-Landelin, oui. Quelles sont leur signification pour la communauté ? Alors, on a 2 reliques précisément de Saint-Landelin. On a sa mâchoire et on a son bras. Donc là, elles sont conservées dans un endroit... elles ne sont pas dans l'église, puisqu'on ne peut pas les laisser, de par leur valeur, de notre patrimoine, bien évidemment. Et la valeur, c'est que... la mâchoire de Saint-Landelin, c'est une partie de l'histoire de notre ville, puisque Saint-Landelin est un des fondateurs de notre ville. Il était toujours accompagné de 2 moines, de Donatien et de Adelin, merci. ils étaient tous les 3. Donc c'est vraiment les fondateurs de notre ville avec Hébert qui arrivait par la suite. Et donc voilà, pour nous c'était très important de le conserver chez nous à Crépin. Et le bras de Saint-Landelin, c'était quelque chose qui lui appartenait en fait, qui est resté dans notre commune. Et comment ont été préservées au fil des siècles justement ces reliques ? Tu veux répondre ? Non, c'est moi, je connais. Les reliques, au début, étaient conservées dans l'église, étaient protégées. Et ensuite, il y a eu beaucoup de vols. Il y a une époque, il y avait énormément de vols. Il y a eu des
des périodes où c'était déconseillé de conserver des choses comme ça d'une telle valeur. Donc à l'heure actuelle, elles sont en sécurité, ces reliques. Et c'est intact? Oui, elles sont magnifiques. Alors nous, Association du patrimoine, on a la possibilité d'aller les voir. D'accord. Donc on prend rendez-vous et puis on a un lieu et puis on peut prendre les photos et les voir puisqu'on n'a pas, enfin on a d'autres reliques aussi, mais là c'est vraiment celle de Saint-Landelin. Très bien. Cette abbaye, à l'époque de sa splendeur, elle ne concernait pas que la ville de Crespin, elle s'étendait de où à où, puisque je suppose que la Belgique étant tout juste à côté, ça devait un petit peu déborder sur le territoire belge. Oui, alors un peu, mais c'est vraiment surtout sur les limites de notre territoire de Crespin. C'est quoi? C'est les marais qui empêchaient d'aller de l'autre côté? Voilà, exactement. Voilà. C'est les marais qui faisaient office de frontière. Et ça allait de Crespin jusqu'à du côté français? Oui, voilà, ça fait Saint-Hébert, toujours côté français. Crespin, Saint-Hébert. Voilà, toujours côté français. Alors, pour continuer, donc ensuite, vous avez aussi la chapelle Saint-Roch. Oui, la chapelle Saint-Roch. Donc, c'est un édifice unique avec sa forme originale. Oui. Et donc, pouvez-vous nous en parler, de son histoire et puis de sa conception architecturale? Est-ce que Sabrina veut prendre la parole aussi? Non. Tu veux pas? Donc, la chapelle Saint-Roch, effectivement, est d'une forme originale. Elle est sous forme de lanterne. Donc, c'est une forme de lanterne, ce qui fait que son architecture, elle ne fait pas plus de 1 mètre carré en réalité. C'est carré, elle est sur la hauteur, elle a 2 étages. Et c'est une structure qu'on peut voir dans d'autres régions ou dans d'autres pays. Et donc, c'est la seule vraiment dans notre région, dans notre secteur, qui est comme ça. C'est ce que j'allais vous demander, en fait. Est-ce que vous savez l'origine de l'architecte qui a fait parce que vous dites, en fait, il y a celle-ci qui est chez nous, mais il y en a d'autres ailleurs, donc peut-être il n'est pas d'ici. Il passait par chez nous et hop, il a fait cette chapelle. Et puis... c'est lors de processions, en fait. Ils faisaient des processions, ils ont décidé d'en construire une chez nous, à cet endroit-là. D'accord. Et donc, vous savez de quel style? Alors, parce que ça ressemble à une lanterne, mais est-ce que il y a un style particulier? Ce qu'il y a, c'est que c'est ni gothique ni roman, quoi. Non. À l'origine, en fait, elle a été construite au moment de l'occupation espagnole des Pays-Bas. On retrouve beaucoup d'architecture espagnole. Il y a beaucoup de clochers dans le nord avec les grosses boules dessus. Ça, c'est typique de... Et là, c'est en fait, c'est pas. Nous, on appelle ça une chapelle, mais c'était plutôt un oratoire. D'accord. Une architecture méditerranéenne. En fait. Donc elle a été agrandie par rapport à cette partie. Voilà, donc c'est devenu une chapelle. Non, pour nous, on l'appelle chapelle, mais ça reste comme Anne-Sophie disait juste avant, ça reste un édifice d'à peine 1 mètre carré. Oui, voilà. Oui. Mais qui est en pleine nature. Qui a pris le nom de chapelle au fil du temps. Puisque les Espagnols, quand ils sont arrivés dans les Flandres, puisque c'était d'abord les Flandres, ils ont un petit peu tout envahi et ils ont imposé leur style architectural. Oui, voilà, tout simplement. Et on trouve beaucoup de clochers dans le nord qui ont cette forme assez bizarre. D'ailleurs, il me semble que Madame Blondel nous a dit... Madame Blondel, c'est un peu notre archiviste, notre historienne, qui nous a expliqué que, à part dans le Valenciennois, on pouvait voir la même forme de chapelle dans la région de Cambrai. Une seule aussi. Et du côté de l'Espagne, non, on n'en trouve pas. Et c'est donc vraiment... Cette forme est commune sur le bassin méditerranéen, mais pas dans le nord. D'accord. En vrai. Ouais. C'est des particularités. Donc vous avez la chance d'avoir quelque chose qui est très particulier. Qui est unique et d'où l'intérêt de le préserver et d'en faire quelque chose d'intéressant pour la population. Tout à fait. Et justement, quelles sont les actions menées par votre association pour préserver et valoriser la chapelle ?
D'abord, on a commencé quelques collectes de dons. Et on participe aux animations des Journées du patrimoine par l'organisation d'un repas du terroir. Qui a lieu le week-end des Journées du patrimoine, tout en sachant que plusieurs associations participent à la Journée du patrimoine par des expositions, des événements. Et nous, c'est devenu une tradition maintenant depuis 3 ans. On propose un repas du terroir. Très bien. Et donc, est-ce qu'il y a d'autres actions? Il me semble que oui. Oui, il y a d'autres actions. On a une cagnotte en cours sur Litchi. Et on a également... on participe à la vie de la commune. Et donc, de fait de cette participation-là, ça nous permet aussi de récolter des fonds en participant à des buvettes sur des événements, des choses comme ça. Très bien. Au niveau de l'État, du ministère de la Culture, ça doit coincer un petit peu en ce moment, puisque des restrictions de budget. On le sent bien, je vois que vous levez déjà les yeux au ciel. On se demande d'ailleurs si vous n'avez pas quelque chose à demander à Madame Rachida Dati, qui va s'occuper de votre budget. Alors déjà, on a eu la chance d'avoir une subvention du conseil départemental. Donc ça, on les remercie vraiment du fond du cœur. On a la mairie qui nous aide comme aussi ils peuvent. Et oui, effectivement, on avait voulu aller plus haut avec nos petits moyens. On avait demandé à avoir de l'aide plus importante. Et on s'est heurté à des fonds qui nous... Enfin voilà, on nous demandait en fait de payer pour avoir. Et nous, notre petite association ne pouvait pas verser des 4 000 euros, des 5 000 euros hors taxe. Voilà, on ne pouvait pas se permettre, puisque ça mangeait notre budget, en fait. C'est le terme exact, ça mangeait notre budget, parce que pour récolter la totalité des fonds. Je crois que de toute façon, si on ne paye pas, on n'a pas. Oui, exactement. Voilà. On est dans ce même monde. J'ai un exemple en tête, je vous en parlerai après. Alors, donc, justement, pour pouvoir faire des dons, pour aller sur la cagnotte Litchi, comment ça se passe ? Alors, pour aller sur la cagnotte Litchi, il suffit de se rendre sur le site de Litchi, et c'est Restauration de la Chapelle Saint-Roch, donc à Crespin. C'est également possible de nous contacter, nous, l'association. Donc, nos coordonnées sont sur le site de notre ville de Crespin. En cherchant l'association Les Amis de Saint-Landelin, on va trouver notre mail, notre page Facebook et aussi mon numéro de téléphone, le numéro de la présidente. Donc là, il ne faut pas hésiter à me poser des questions ou quoi que ce soit. Vous êtes combien de bénévoles dans l'association ? Nous sommes 15 membres. 15 membres. Est-ce que vous cherchez à vous agrandir ? On aimerait parce que... On passe un appel. Voilà, on passe un appel. Nos membres... la moyenne d'âge de nos membres est assez élevée. Et parce que on a Madame Blondel, une historienne, c'est ce qu'on disait. Voilà, on a des tas de personnes, puisque l'association, elle a déjà un certain âge, elle est de 1953, et elle a été remise au goût du jour et ressortie en fait en 2017 seulement. Donc finalement, on est une nouvelle vieille association. Puisque on a repris les projets anciens, on a repris le flambeau des personnes de nos aînés. Et c'est vrai que du coup, ça fait de nous une association avec des membres relativement, on va dire, plein d'expérience. C'est ça, et solide. Voilà, exactement. Exactement, et puis justement, ils sont là aussi pour vous apprendre toute l'histoire aussi, et tout ce qu'on leur a inculqué aussi également. Ça, c'est important, oui, parce que sont une source d'inspiration pour nous. Bon, et bien écoutez, c'est très bien, c'est une très belle, en tout cas, une très belle association que vous nous avez présentée. Merci. Voilà, on vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. À vous également. Merci à vous. L'émission est rediffusée chaque dimanche de 22h à 23h. Retour du Réveil en Rire avec Patrick sur CNO. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.